Je n'aurais jamais imaginé que le dîner de Noël serait le soir où, enfin, je choisirais ma femme plutôt que ma mère. Avec le recul, la gifle n'a pas été l'événement qui a mis fin à 27 ans passés à faire semblant que tout allait bien. Ce fut la question posée, juste après, par ma fille de 11 ans. Mais, je vais un peu trop vite en besogne. La veille de Noël à Dublin, dans l'Ohio, fut d'un froid glacial cette année-là. Le genre de froid qui transformait chaque souffle en nuage, et faisait crisser la neige sous les bottes. La maison de ma mère brillait de guirlandes lumineuses blanches et de couronnes, on aurait dit une image, tout droit sortie d'une carte de vœux. Si un étranger était passé par là en voiture, il aurait pensé que notre famille était parfaite. J'y croyais presque, moi aussi. Émilie était assise à côté de moi dans le pick-up, lissant les plis d'un sac cadeau en papier craft, qu'elle avait décoré avec de minuscules rubans rouges. « Tu penses qu'ils vont t'aimer ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Il faudrait qu'ils soient fous, pour ne pas aimer. Elle a ri doucement, bien que je puisse entendre l'incertitude, juste en dessous. Au cours des 3 dernières semaines, elle avait passé chaque soirée à la table de la cuisine avec Lily, à fabriquer des décorations de Noël à la main. De petits flocons de neige en bois, des cardinaux peints, des étoiles en feutrine cousue, et de minuscules prénoms gravés sur chacun d'eux, avec un outil de bricolage bon marché, qu'elle avait acheté des années auparavant. L'argent n'avait jamais été le but. Le temps l'était, l'amour l'était. Quand nous sommes enfin entrés, la maison sentait déjà le jambon au four, la cannelle, et les petits pains frais. Frank Sinatra passait doucement dans les enceintes du salon, pendant que mon petit frère, Kevin, servait des verres. « Joyeux Noël », a-t-il dit, en me donnant une rapide accolade. Sa femme, Denise, a à peine levé les yeux, occupée à disposer des sacs cadeaux de créateurs, sous le sapin. Chacun d'eux portait le logo familier d'un grand magasin, Coach, Nordstrom, ou Williams-Sonoma. Denise a remarqué notre simple sac en papier, presque immédiatement. « Oh » a-t-elle dit, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez encore fabriqué des cadeaux, tous les deux. » Lily rayonnait. « Nous avons fabriqué quelque chose, pour tout le monde. » Elle avait hâte de les distribuer. Émilie lui a pressé l'épaule, avec fierté. Les regarder toutes les deux m'a toujours rappelé, à quel point j'avais de la chance. Pendant près de 15 ans, nous avions cru que nous n'aurions jamais d'enfants. 2 fausses couches, des rendez-vous interminables chez le médecin, et plus de larmes que nous ne pouvions en compter. Puis Lily est arrivée, au moment où nous avions presque cessé d'espérer. Pour nous, chaque Noël passé avec elle, ressemblait encore à un miracle. Elle a soigneusement tendu à Denise la première décoration, un petit cardinal en bois, peint en rouge vif. Denise l'a retourné une fois. Oh. Elle a forcé un rire. Fait maison. Personne n'a parlé. Elle l'a posé sur la table basse, au lieu de l'accrocher au sapin. J'imagine que c'est ce que font les gens, quand ils n'ont pas les moyens de s'offrir de vrais cadeaux. Émilie a gardé le sourire. Ils sont faits avec amour. Denise a haussé les épaules. C'est généralement ce que disent les gens, quand ils sont fauchés. J'ai regardé en direction de ma mère. Margaret avait entendu chaque mot. Elle a simplement bu une gorgée de son vin. Ce n'était pas nouveau. Au fil des années, j'avais observé des dizaines de petits moments, exactement comme celui-ci. Un commentaire sur les vêtements d'Émilie. Une blague sur l'endroit où elle avait grandi. Une remarque sur son ancien travail de serveuse. Rien d'assez fort pour déclencher une dispute. Juste assez, pour laisser un bleu. À chaque fois, je m'étais convaincu que ça ne valait pas la peine, de rendre le repas de Noël malaisant. À chaque fois, Émilie avait tranquillement laissé couler. Lily a tiré doucement sur la manche d'Émilie. « Maman ?» Émilie s'est penchée. « Oui, ma chérie. Tante Denise n'a pas aimé ?» Émilie a souri, avec une patience déchirante. Certaines personnes montrent simplement leur enthousiasme, d'une manière différente. J'aurais aimé pouvoir y croire. Le dîner a commencé, quelques minutes plus tard. La conversation a dérivé du football, au projet de voyage pour les vacances. Kevin a parlé de remplacer son SUV. Denise a décrit des vacances hors de prix, qu'ils avaient réservées pour le printemps. Puis, avec une désinvolture presque totale, Denise a regardé Émilie. « Tu sais, je n'arrive toujours pas à croire
que David ait épousé quelqu'un qui vient d'un parc de mobil-homes. Quelques rires nerveux ont flotté, autour de la table. Émilie a posé sa fourchette. Denise, sa voix est restée calme, s'il te plaît, arrête. Juste ça. Pas de cris, pas d'insultes, juste ces mots. S'il te plaît, arrête. Margaret a soudainement repoussé sa chaise. Avant même que je comprenne ce qui se passait, elle a traversé la pièce. Sa main a frappé le visage d'Émilie, avec un claquement sec. La maison entière s'est figée. Émilie n'a même pas levé la main, pour se défendre. Margaret l'a regardée de haut. Elle a raison. Sa voix était glaciale. Tu seras toujours un cas social, à mes yeux. Elle a pointé le doigt vers Lily. Prends ta fille, et pars. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Je pouvais entendre l'horloge comptoise, dans le couloir, faire tic-tac. Puis, j'ai entendu quelque chose de bien pire. Une toute petite voix, à côté de moi. Papa. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Est-ce que grand-mère nous a mis à la porte, parce que maman est pauvre? Cette question a brisé quelque chose en moi. Je me suis agenouillé à côté de sa chaise. J'ai pris ses deux petites mains. Non, ma chérie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Grand-mère a oublié, à quoi ressemble la gentillesse. Lily a hoché la tête une fois. Elle ne comprenait pas tout à fait. Peut-être qu'elle n'était pas censée le faire. Je me suis levé. Toujours aucun mot, de la part de qui que ce soit. Kevin avait l'air abasourdi. Denise a croisé les bras, comme si elle venait de gagner un débat. Ma mère s'attendait à ce que je m'excuse. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers Émilie. Une empreinte de main rouge avait déjà commencé à se former, sur sa joue. Ça va, ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Je l'ai aidé à enfiler son manteau. Lily a glissé son sac à dos sur son épaule, sans qu'on le lui demande. En tendant la main vers notre sac de cadeaux, j'ai remarqué une décoration, posée sous le rebord de la table à manger. Elle s'était brisée, quand quelqu'un l'avait fait tomber par terre, pendant l'agitation. La décoration de Lily, celle qu'elle avait peinte elle-même. Je me suis accroupi, et j'ai ramassé chaque morceau cassé, un par un. Je les ai replacés avec soin dans la petite boîte de bricolage, que nous avions apportée de la maison. Puis, je l'ai porté jusqu'au pick-up. Pas d'adieu, pas de cris, pas de menaces. Le trajet de retour vers Columbus m'a paru plus long que d'habitude. La neige balayait l'autoroute, formant de l'enruban blanc. Personne n'a parlé, pendant presque 20 minutes. Finalement, Émilie a chuchoté, « Je suis désolé ». J'ai serré les mains, autour du volant. Non. Ma voix s'est brisée. C'est moi qui suis désolé. Elle s'est tournée vers moi. J'ai passé 27 ans à te demander d'être patiente, ai-je dit. J'aurais dû leur demander, à eux, d'être meilleurs. Elle a tendu le bras, et m'a tenu la main pendant tout le reste du trajet. Plus tard dans la nuit, après que Lily s'est endormie sur le canapé, sous sa couverture préférée, Émilie est montée à l'étage. Je suis allé seul, dans le garage. Sous ma vieille boîte à outils, se cachait une enveloppe usée, portant l'écriture de mon père. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, il y avait une seule phrase qui, soudainement, ressemblait moins à un conseil, et plus à un avertissement, un jour, tu devras choisir entre maintenir la paix, et protéger ta famille. Je l'ai lu 3 fois. Puis, je l'ai soigneusement plié, et remise à sa place. Quand je suis enfin rentré à l'intérieur, mon téléphone vibrait, sur le comptoir de la cuisine. Maman. Kevin. Maman, encore. Denise. Je l'ai retourné face contre table, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, une neige fraîche recouvrait le jardin. La cafetière venait de terminer de couler, quand j'ai pris mon téléphone. 32 appels en absence, un message vocal, le nom de ma mère. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix tremblait. David, s'il te plaît, appelle-moi. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine, fixant la neige immaculée. Pour la première fois en 27 ans, je n'ai absolument rien fait. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était facile, d'ignorer ces appels. Ce ne l'était pas.
Je suis resté dans ma cuisine, avec une tasse de café qui refroidissait entre mes mains, pendant que le message vocal de ma mère tournait en boucle, dans ma tête. David, s'il te plaît, appelle-moi. 27 années d'habitude me disaient, de prendre les clés de mon pick-up. D'aller réparer, tout ce qui avait mal tourné. C'est ce que je faisais, toujours. Au lieu de ça, j'ai regardé par la fenêtre. Lily était déjà dehors dans le jardin, emmitouflée dans son manteau d'hiver bleu vif, essayant de faire le plus grand ange de neige qu'elle ait jamais fait. Émilie est sortie sur le porche, portant 2 tasses de chocolat chaud. Elle riait de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que ma famille ne comptait que 3 personnes. Le téléphone a sonné, de nouveau. Je l'ai retourné, sans répondre. Émilie est rentrée à l'intérieur, quelques minutes plus tard. « Tu n'es pas obligé de décider aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. « Je ne décide rien, aujourd'hui. »« Que fais-tu, alors ?» J'y ai réfléchi, pendant un long moment. Pour une fois, j'ai souri tristement. Je ne fais rien. Cela paraissait simple. Ça ne l'était pas. Ne rien faire, cela signifiait refuser de voler à la rescousse de tout le monde. Le 3e jour après Noël, un autre message vocal est arrivé. C'est Kevin. La chaudière de maman a lâché. Elle est en train de geler, ici. Appelle-moi. Je connaissais cette chaudière. J'avais moi-même installé le nouveau moteur de ventilation, 4 hivers plus tôt. Chaque mois de novembre, je nettoyais les brûleurs, je remplaçais le filtre, et je vérifiais l'allumage. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que si je ne le faisais pas, personne d'autre ne s'en chargerait. J'ai supprimé le message vocal. Cet après-midi-là, une autre tempête hivernale a balayé le centre de l'Ohio. Le bulletin météo local annonçait que les températures allaient chuter en dessous de 0, pendant la nuit. Normalement, je serais déjà en train de rouler vers Dublin, avec ma boîte à outils à l'arrière du pick-up. Au lieu de cela, j'ai aidé Lily à terminer la mangeoire à oiseaux de la cabane, que nous avions commencé à construire avant Noël. Elle a peint de minuscules cardinaux sur les côtés. Émilie nous regardait depuis la fenêtre de la cuisine, avec un genre de sourire que je n'avais pas vu depuis des années. « Papa » a dit Lily, en resserrant une vis tordue. « Grand-mère est toujours en colère ?» J'ai posé ma perceuse. « Je ne sais pas, et nous, on est en colère ?» « Non. » « Alors, pourquoi on ne va pas les aider ?» Les enfants ont ce don, pour poser des questions que les adultes passent des années à éviter. Je me suis assis à côté d'elle, sur l'établi. « Aider quelqu'un, c'est un cadeau, ai-je dit. Ça cesse d'être un cadeau, quand ils pensent qu'ils peuvent te blesser, et s'attendent toujours à le recevoir. » Elle a réfléchi à ça. Je crois que maman faisait toujours des cadeaux, à grand-mère. C'est vrai. Et grand-mère les a cassés. J'ai regardé vers la maison, où Émilie accrochait des boules de graines pour oiseaux, sur la clôture du fond. Parfois, ai-je dit doucement, les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont, jusqu'à ce que ce ne soit plus là. Cette nuit-là, Kevin a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, les informations montraient des canalisations d'eau gelée, qui éclataient un peu partout dans le centre de l'Ohio. Mon téléphone a vibré à nouveau, encore un message vocal. Cette fois, Kevin avait l'air épuisé. Le sous-sol a été inondé. Nous avons finalement trouvé un plombier, mais à cause du week-end prolongé, il facture une fortune. Je s'éclaircis la gorge savait exactement pourquoi. La vanne d'arrêt se trouvait derrière une étagère de rangement, dans la buanderie de Margaret. J'y avais accroché une étiquette jaune vif, des années auparavant. Apparemment, personne n'avait jamais pris la peine de la remarquer. J'ai fermé le message, sans le réécouter. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Pas à cause de la chaudière, pas à cause de l'argent. Mais parce que chaque problème me rappelait une année de plus, où je réparais quelque chose en silence, sans jamais me demander pourquoi personne d'autre n'apprenait à le faire. Émilie a remarqué la lourdeur sur mon visage. Tu peux encore y aller. Je sais que tu ne seras pas faible, si tu le fais. Mais je ne te protégerai pas, si je continue à faire comme si de rien n'était. Elle s'est approchée, et m'a pris la main. Je ne te demande pas de me choisir, plutôt que ta mère. Je l'ai déjà fait. Elle a baissé les yeux.
J'aurais dû le faire, il y a des années. L'après-midi même, nous avons emmené Lily faire de la luge, dans un parc voisin. Elle a tellement ri, qu'elle pouvait à peine remonter la colline. Au beau milieu de l'après-midi, elle a glissé sa petite main dans la mienne. Je préfère ce Noël-ci. Je me suis arrêté de marcher. Même après ce qui s'est passé? Elle a hoché la tête. Personne n'a crié aujourd'hui. Ces 4 mots sont restés gravés en moi. Personne n'a crié aujourd'hui. J'ai réalisé que ma fille avait commencé à mesurer le bonheur, par l'absence de conflit. Aucun enfant ne devrait avoir à faire ça. Dès la 2e semaine de janvier, les appels en absence ont ralenti. Puis, c'est une enveloppe qui est arrivée. Un rappel de taxe foncière. Ce n'était pas adressé à moi. Cela m'avait été transféré accidentellement, parce que j'avais géré la paperasse pendant tant d'années. Je l'ai tranquillement rangé, dans un tiroir. Non pas parce que je voulais que Margaret perde sa maison, mais parce que ce n'était plus à moi de gérer ça. Pour la première fois, toutes les personnes concernées allaient devoir faire face à des responsabilités qui, d'ordinaire, disparaissaient comme par magie. Quelques jours plus tard, j'étais en train de remplacer la charnière desserrée d'un placard dans notre cuisine, quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée, assez fort pour faire trembler la vitre. C'était Kevin. Son visage paraissait plus vieux, que je ne l'avais jamais vu. « Tu as un sacré culot. » J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Bonjour. »« Bonjour », a-t-il lâché sèchement. La maison de maman tombe en ruine. Elle est noyée sous la paperasse, et tu agis comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas forcé, a giflé ma femme. Tu sais bien que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au contraire, ai-je répondu calmement. Je pense que c'est exactement ça. Il a passé ses 2 mains, sur son visage. Tu t'es toujours occupé de ces trucs-là. Je sais. Alors, règle le problème. Ces mots sont restés suspendus, entre nous. Pendant des années, ils auraient fonctionné. Plus maintenant. Je ne peux pas, sa frustration s'est transformée en incrédulité. Tu ne peux pas? Non. Tu veux dire que tu ne veux pas? Je ne l'ai pas corrigé. Kevin m'a dévisagé, pendant plusieurs longues secondes. Puis, il a secoué la tête. Je ne sais même pas, par où commencer. Pour la première fois, je l'ai cru. Il ne savait vraiment pas, parce qu'il n'avait jamais eu à le faire. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte du sous-sol. Derrière elle, se trouvait une boîte d'archives en carton usé, que j'avais remplie au fil des ans. Chaque reçu, chaque facture de réparation, chaque paiement d'impôt, chaque renouvellement d'assurance, chaque rendez-vous médical. Tout ce que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de remarquer. Je me suis tourné à nouveau vers Kevin. Peut-être, ai-je dit doucement. Qu'il est enfin temps, que tu apprennes par où commencer. Kevin est resté planté sur mon porche d'entrée pendant presque 1 minute entière, après que j'ai mentionné la boîte d'archives. Il a regardé par-dessus mon épaule, en direction de la porte du sous-sol. Quelle boîte d'archives? Celle qui explique pourquoi, tu ne sais pas par où commencer. Il a froncé les sourcils. Je n'ai pas besoin d'une leçon de morale, David. Je n'avais pas l'intention de t'en donner une. Pendant une seconde, j'ai envisagé de fermer la porte. Une part de moi en avait envie, mais une autre part se souvenait de toutes ces années, où j'avais gardé le silence, pensant que se taire, c'était la même chose qu'être gentil. Ce n'était pas le cas. Entre. Émilie a levé les yeux de la cuisine, quand Kevin est entré. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement hoché la tête poliment, avant de disparaître à l'étage, pour aider Lily avec ses devoirs. J'ai remarqué que Kevin la regardait. Les contours estompés de la gifle étaient encore visibles, si on savait où regarder. Il a baissé les yeux. Je ne savais pas que maman allait. Je sais. Non, il a dégluti. Je ne savais vraiment pas, je l'ai cru. Cela n'effaçait pas ce qui s'était passé. Ça n'en expliquait qu'une partie. J'ai ouvert la porte du sous-sol, et je suis descendu. La boîte d'archives se trouvait exactement là où je l'avais laissée, glissée sous un établi, à côté de vieux pots de peinture et de décorations de Noël. Ce n'était rien de spécial, juste une boîte de rangement en carton délavé, avec écrit au marqueur noir sur le côté « Maison de maman ».
Je l'ai porté à l'étage, et je l'ai posé sur la table de la salle à manger. Kevin a ri une fois. Tu plaisantes, j'espère. Non. Il a soulevé le couvercle. À l'intérieur, se trouvaient des dossiers soigneusement organisés, année après année, chaque dossier étiqueté 2014, 2015, 2016, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Il a sorti le premier, une pile de reçus. Les impôts fonciers. J'ai hoché la tête. Tu les as payés, quand la pension de maman ne suffisait pas, il a ouvert un autre dossier. Réparation du toit, puis un autre. Entretien de la chaudière, un autre encore. Renouvellement de l'assurance habitation, quote-part des ordonnances, remplacement du chauffe-eau, déneigement, élagage des arbres, reçu de parking de l'hôpital, reçu de station-service, pour des dizaines de trajets jusqu'à l'hôpital méthodiste de Columbus. Kevin a arrêté de tourner les pages. Sa voix est devenue plus calme. Je ne comprends pas, tu n'étais pas censé comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais voulu que qui que ce soit se sente coupable. Il m'a fixé. Alors, chaque fois que maman me remerciait de l'aider, j'ai souri avec tristesse. C'était généralement moi que tu remerciais. Il s'est assis lourdement. La pièce a soudainement semblé très petite. Je croyais qu'elle gérait tout ça, toute seule. Elle le croyait, elle aussi. Il avait l'air confus. Quoi? Je n'ai jamais voulu que maman se sente comme un fardeau. Alors, tu l'as laissé croire que tout finissait d'une manière ou d'une autre, par s'arranger. Le silence s'est installé entre nous. Finalement, Kevin a chuchoté. Combien? Je me suis adossé. J'ai arrêté de faire le compte, il y a des années. Non. Ses yeux restaient rivés sur les reçus. Dis-moi. J'ai hésité. Plus de 70 000 $. Il a levé la tête d'un coup sec. Quoi? Réparti sur 12 ans. 70 000 $, à peu de choses près. Il s'est passé les deux mains dans les cheveux. Je n'en avais aucune idée. Je sais. Il a pris un autre dossier. À l'intérieur, se trouvait un carnet à spirale. Qu'est-ce que c'est? Mon carnet d'entretien. Il a ouvert une page au hasard. 9 janvier, nettoyage des brûleurs avant la tempête de neige. 18 mars, remplacement de la vanne d'arrêt qui fuyait. 27 octobre, vérification de l'étanchéité du toit, après les dégâts causés par le vent. Chaque page se ressemblait. Date, pièce, coût, note. Aucune plainte, juste du travail. Kevin a lentement fermé le carnet. Tu venais ici, aussi souvent? En général, une fois par semaine. Son visage a pâli. Et moi, j'habite à 15 minutes d'ici. Je n'ai pas répondu, parce qu'il n'y avait plus rien à ajouter. À ce moment précis, Denise a franchi la porte d'entrée, sans frapper. Je savais que ton pick-up était là. Elle a regardé la table. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Kevin n'a pas répondu. Elle a pris un reçu, puis un autre. Oh, s'il te plaît. Elle a levé les yeux au ciel. Alors, tu tenais des registres? Je le fais toujours. Elle a croisé les bras. Tu restes son fils. J'ai attendu. Elle a continué, les enfants sont censés aider leurs parents. J'ai hoché la tête une fois. C'est vrai. Voilà. Elle m'a pointé du doigt. Alors arrête d'agir, comme une sorte de martyr. Je l'ai regardé calmement. Je n'ai jamais dit que les enfants ne devaient pas aider. Alors, où veux-tu en venir? Où je veux en venir, c'est, j'ai fermé doucement le dossier devant elle, qu'il y a une différence entre choisir d'aider quelqu'un, et laisser cette personne croire qu'elle y a droit. Elle a ricané. Pour moi, ça ressemble à la même chose. Non. J'ai croisé son regard. Ça ne l'est pas, la pièce est redevenue silencieuse. Kevin nous a regardés à tour de rôle, Denise et moi, puis de nouveau la boîte. Son épaule a semblé s'affaisser, d'un cran supplémentaire. Tu n'as jamais demandé un centime, à aucun de nous. Non. Tu n'en as même jamais parlé. Non. Pourquoi? J'ai souri, sans la moindre trace d'humour. Parce que je pensais que c'était ça, la famille.
Il avait l'air de quelqu'un qui venait de se prendre un coup de poing. J'aurais dû aider. Tu aurais dû savoir. Avant que l'un de nous ne puisse ajouter quoi que ce soit, mon téléphone a vibré. L'écran affichait Richard Lawson, l'avocat de notre famille. Je me suis excusé, et je suis sorti dans le couloir. David. La voix de Richard semblait mesurée, comme toujours. J'ai rencontré votre mère ce matin. J'ai fermé les yeux. Je me doutais qu'elle finirait par vous appeler. Elle a des questions au sujet de la fiducie. Je m'y attendais. Il y a eu un silence. Elle envisage de contester vos décisions, en tant que fiduciaire successorale. J'ai failli rire. Quelle décision, exactement? Il a soupiré. Je lui ai dit que vous n'aviez exercé aucune autorité exceptionnelle. En fait, vous êtes allé bien au-delà de ce qu'exigeait la fiducie. Je me suis appuyé contre le mur. Vous a-t-elle cru? Pas encore. Un autre silence. David. Oui. Je représente votre famille, depuis près de 20 ans. Je sais. J'ai rarement vu quelqu'un faire plus, que ce qui lui était demandé. J'ai regardé vers la salle à manger. Kevin était toujours assis là, entouré par 12 années de paperasse. Denise avait, pour une fois, cessé de parler. Richard a repris la parole. Je pense qu'il est temps que tout le monde comprenne pourquoi votre père vous a désigné. Après avoir raccroché, je suis resté là, un long moment. Mon père ne m'avait pas seulement légué des responsabilités. Il m'avait laissé autre chose. Une permission. La permission d'arrêter de confondre le sacrifice avec l'amour. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Kevin a levé les yeux. Et maintenant? J'ai regardé la boîte d'archives, puis mon petit frère. Maintenant, ai-je dit doucement, tu vas apprendre quelque chose que papa ne voulait pas, que l'un de nous deux oublie. Je me suis tourné vers la vieille armoire, dans le coin de la pièce. À l'intérieur, derrière une pile d'albums photos, se trouvait une enveloppe usée, portant l'écriture reconnaissable de mon père. J'avais porté le poids de ces mots, tout seul, pendant des années. Peut-être que ce n'était plus à moi de le porter. Je n'ai pas ouvert la lettre de mon père, cet après-midi-là. J'ai simplement posé ma main sur l'enveloppe. Pas tout de suite, ai-je dit. Kevin avait l'air confus. Je croyais que tu avais dit, que papa voulait qu'on sache. C'est vrai. J'ai glissé l'enveloppe à sa place dans l'armoire, mais il y a encore certaines choses, que vous devez voir en premier. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de Richard Lawson, dans le centre-ville de Columbus. Je n'avais pas envie d'y aller. Après tout ce qui s'était passé à Noël, la dernière chose que je souhaitais, c'était une autre dispute avec ma propre famille. Richard m'a accueilli avec la même poignée de main calme, qu'il utilisait depuis des années. Il avait aidé mes parents à préparer leur succession, après que mon père ait été diagnostiqué avec une maladie cardiaque. Il connaissait chaque page de cette fiducie, mieux que quiconque en vie. Margaret est là, a-t-il dit doucement. Je m'en doutais, et Denise a insisté pour venir. Ça non plus, ça ne me surprenait pas. Richard m'a conduit dans la salle de conférence. Ma mère paraissait plus âgée, qu'elle ne l'était à peine 3 semaines plus tôt. La confiance qui remplissait habituellement la pièce lorsqu'elle y entrait, avait disparu. Denise, en revanche, se tenait toujours comme quelqu'un qui s'attendait à gagner. Elle m'a à peine accordé un regard. Richard a fermé la porte. Un épais classeur était posé devant lui. Bien, a-t-il commencé, j'ai examiné tous les documents, relatifs au fonds en fiducie de la famille Carter. Denise s'est penchée en avant. Tant mieux. Richard a ignoré l'interruption. J'ai également examiné les registres financiers, que M. Carter a fournis de son plein gré. Il a ouvert le classeur. Paiement des taxes foncières. Une page. Prime d'assurance. Une autre page. Réparation de la toiture. Encore une. Entretien de la chaudière. Transport médical. Aide pour les ordonnances. Plomberie d'urgence. Travaux d'électricité. Page après page, après page. La pièce devenait plus silencieuse, à chaque document qu'il tournait. Finalement, Richard a fermé le classeur. Je suis parvenu à une seule conclusion.
Tout le monde a attendu. Il a regardé directement ma mère. David a fait considérablement plus que ce que la fiducie n'exigeait. Denise a croisé les bras. Et alors? Richard ne lui a même pas jeté un regard. La fiducie l'obligeait à gérer la propriété, de manière responsable. Il a fait une pause. Elle ne l'a jamais obligé à dépenser ses propres économies de retraite, pour maintenir votre train de vie. Ma mère a scié. Qu'est-ce que vous voulez dire? Richard a croisé les mains. La fiducie protège votre droit à vivre dans la maison. Oui. Mais elle n'oblige pas David à payer personnellement les dépenses, qui dépassaient vos revenus disponibles. Un silence. Si David avait agi strictement en tant que fiduciaire, il a laissé sa phrase en suspens un instant, il aurait recommandé de vendre la propriété, il y a des années. Le visage de ma mère a perdu ses couleurs. Quoi? Les coûts d'entretien, les impôts, l'assurance, et les réparations d'urgence, dépassaient ce que la maison pouvait raisonnablement supporter. Richard m'a regardé brièvement, avant de poursuivre. Au lieu de cela, David a discrètement absorbé ses coûts, lui-même. Denise a fini par parler. Eh bien, c'est ce que fait la famille. Richard l'a regardé pour la première fois. Non. Sa voix est restée polie. La famille aide, parce qu'elle choisit de le faire. Il a fermé le classeur. Croire que tout vous est dû, c'est quelque chose de complètement différent. Personne n'a contesté, pas même Denise. Ma mère fixait la table en bois poli. Je ne savais pas, je l'ai cru. Elle ne savait vraiment pas. Et, d'une certaine manière, cela rendait le tout encore plus triste. Richard a attrapé un autre dossier. Il y a un dernier point. Il a fait glisser une copie de la fiducie, vers ma mère. Votre mari a choisi David comme fiduciaire successoral, parce qu'il croyait que David prendrait des décisions justes, et empreintes de compassion. Ma mère a lentement levé les yeux. Alors, Harold savait. Il connaissait le caractère de David. Richard a souri doucement et, après avoir examiné 12 années de dossier, il a regardé dans ma direction. Je dirais qu'il a fait le bon choix. Personne n'a parlé, pendant plusieurs secondes. Finalement, Denise a repoussé sa chaise. Alors, c'est tout? Richard a hoché la tête. Il n'y a aucun recours légal contre David. Et si nous en déposions un malgré tout, il échouerait, de manière presque certaine. Elle avait l'air frustrée, mais il a arrêté d'aider. Après avoir été agressé, et avoir vu sa femme humiliée en public. L'expression de Richard n'a pas changé d'un pouce. Un tribunal considérerait très probablement cela comme compréhensible. Denise n'avait plus rien à ajouter. La réunion s'est terminée dans le calme. Pas de cris dramatiques, pas de discours de victoire, juste des personnes qui se levaient l'une après l'autre, portant des vérités qui, soudainement, semblaient beaucoup plus lourdes qu'une heure auparavant. Dehors, Kevin m'a rattrapé sur le parking. Je te dois des excuses. Tu ne me dois rien, aujourd'hui. Si. Il s'est frotté la nuque. Je continuais de penser que maman dépendait de la maison. Je l'ai regardée. Il s'avère qu'elle dépendait de toi. J'ai souri faiblement. Non, elle dépendait de cette version de moi, qui ne disait jamais non. Il a hoché la tête lentement. Je ne crois pas avoir jamais vraiment vu tout ce que tu faisais. Je me suis assuré que tu ne le vois pas, nous sommes restés là encore une minute, avant de partir chacun de notre côté. La vie a adopté un rythme inhabituel, après ça. Le téléphone a cessé de sonner, tous les jours. Émilie riait davantage. Lily a arrêté de demander si grand-mère nous détestait. Au lieu de cela, elle a recommencé à parler de l'école. Un samedi après-midi, elle est entrée en courant dans le garage, alors que je rangeais de vieux outils. Papa, elle agitait une feuille de papier, au-dessus de sa tête. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Ma décoration. Elle m'a tendu la lettre. Son école primaire avait organisé un concours d'art d'hiver, avant les vacances de Noël. Les délibérations avaient été repoussées, à cause des fêtes. Maintenant, les résultats étaient enfin arrivés. Première place, pour ce même cardinal en bois peint à la main, dont Denise s'était moqué. Émilie a lu la lettre 2 fois, avant de sourire.
Je suis si fier de toi. Lily a levé les yeux vers elle. Tu crois que grand-mère l'aimerait, maintenant? Émilie a hésité. Puis, elle s'est agenouillée à côté d'elle. J'espère qu'un jour, elle comprendra pourquoi c'était si important. Cette réponse est restée gravée en moi. Pas parce qu'elle garantissait quoi que ce soit, mais parce qu'Émilie, elle, gardait encore espoir. Même après tout cela, le printemps a lentement pris la place de l'hiver. La neige a disparu. Les arbres sont redevenus verts. La vie est devenue plus calme, qu'elle ne l'avait été depuis des années. Un soir, alors que je faisais griller des hamburgers dans le jardin, Kevin a appelé. Sa voix semblait différente. Fatigué. Maman veut que je te demande quelque chose. J'ai attendu. Elle veut savoir si elle pourrait voir Lily. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Émilie et Lily préparaient de la citronnade ensemble, riant de quelque chose qui s'était renversé sur le comptoir. Cette scène m'a rempli à la fois d'un sentiment de paix et de prudence. J'y réfléchirai. Elle sait qu'elle ne le mérite pas, je sais. Un long silence a suivi. Puis, Kevin a dit une chose que je ne m'attendais pas à entendre. David? Ouais. Je crois qu'elle commence enfin à comprendre ce qu'elle a vraiment perdu ce soir-là. Après avoir raccroché, je suis resté seul dans le jardin, jusqu'à ce que le soleil disparaisse sous les arbres. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée dans notre boîte aux lettres. L'écriture sur le devant était reconnaissable entre mille, Margaret Carter. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule feuille de papier. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'explication, juste une phrase écrite à la main, « Si tu me le permets, j'aimerais venir à votre barbecue du 4 juillet. » J'ai replié la note avec soin, et je l'ai glissée à nouveau dans son enveloppe. Pendant un long moment, je l'ai simplement fixée du regard. Certaines blessures guérissent vite. D'autres exigent bien plus qu'une simple excuse. Et certaines décisions ne peuvent pas être prises par la personne qui a été le moins blessée. J'ai regardé par la fenêtre, en direction de Lily. Si quelqu'un méritait de décider de ce qui se passerait ensuite, ce n'était pas moi. Le 4 juillet s'est avéré plus chaud que ce que tout le monde avait prévu. À midi, le jardin sentait le charbon de bois, l'herbe fraîchement coupée, et la salade de pommes de terre maison d'Émilie. Lily courait à travers l'arroseur automatique avec deux voisines, riant tellement fort qu'elle a failli glisser sur la pelouse mouillée. Toutes les quelques minutes, elle s'arrêtait juste assez longtemps, pour vérifier si les hamburgers étaient prêts, avant de repartir en courant. La regarder rire, sans jeter un regard nerveux par-dessus son épaule toutes les 2 secondes, c'était une chose à laquelle je n'étais pas encore habitué. La paix était devenue un sentiment nouveau. Kevin est arrivé en premier. Il portait un bol de haricots au lard, et avait l'air mal à l'aise, planté devant le portail. « Tu es sûr que ça va aller ?» a-t-il demandé. « C'est moi qui t'ai invité. » Je ne parlais pas de moi. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Avant que je puisse répondre, une autre voiture s'est lentement garée dans l'allée. Margaret en est descendue, toute seule. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, juste plus âgée. Elle ne portait pas les bijoux onéreux qu'elle mettait habituellement pour les réunions de famille, pas de coiffure impeccable, pas de tenue de fête soigneusement choisie, juste un simple chemisier bleu et des chaussures confortables. Dans ses mains, se trouvait une petite boîte cadeau, enveloppée dans du papier craft tout simple. Pendant un instant, personne n'a bougé. Émilie m'a doucement pris la main. Je l'ai serrée une fois. « C'est à toi de décider », a-t-elle murmuré. « Non », ai-je dit doucement. « C'est à nous. » Margaret a traversé la cour, un pas prudent après l'autre. Lorsqu'elle nous a rejoints, elle n'a essayé de serrer personne dans ses bras. Elle ne m'a même pas regardé en premier. Elle a regardé Émilie. « Je te dois une chose, que je ne t'ai jamais accordée. » Émilie a attendu. « Mon respect. » Les mots sont restés en suspens, dans l'air chaud de l'été. Margaret a pris une lente inspiration. J'ai répété ce discours pendant des semaines. Elle a jeté un regard autour du jardin. Est-ce que ça dérangerait quelqu'un, si je le disais maintenant? Personne ne s'y est opposé. Kevin a discrètement tiré une chaise pour elle. Elle ne s'est pas assise.
Au lieu de cela, elle est restée debout devant nous tous, dépliant une seule feuille de papier, sortie de sa poche. Ses mains tremblaient. J'ai passé la majeure partie de ma vie, à prétendre que je venais d'un milieu meilleur que le mien. Elle a baissé les yeux vers le sol. Mon père a dépensé dans l'alcool, presque tout ce que nous avions. Elle a souri tristement. Nous avons vécu dans un mobil-home, pendant des années. Émilie avait l'air surprise. Kevin aussi. Je détestais ça. La voix de Margaret s'est brisée. Je m'étais promis, de ne plus jamais être pauvre. Elle a fait une pause. Quelque part en cours de route, j'ai cessé d'avoir peur de la pauvreté. Elle a regardé Émilie. J'ai commencé à avoir peur des gens, qui me la rappelaient. Le silence est retombé, sur le jardin. Je t'ai jugé, avant même de te connaître. Une autre inspiration. Je me suis convaincu, que l'endroit où tu avais grandi, comptait plus que le genre de femme que tu étais devenue. Elle s'est essuyé un œil. Quand Denise faisait des blagues, elle a secoué la tête, j'aurais dû l'arrêter. Au lieu de cela, je me suis jointe à elle. Ses yeux ont finalement croisé ceux d'Émilie. La gifle, elle a fermé les yeux une seconde, c'est quelque chose que je regretterai, pour le reste de ma vie. Émilie n'a pas parlé. Margaret s'est tournée vers Lily. J'ai aussi blessé quelqu'un, qui n'avait rien fait d'autre, que d'aimer sa grand-mère. Instinctivement, Lily s'est rapprochée un peu plus, de sa mère. Je comprendrai, si vous ne me pardonnez jamais. Margaret a lentement tendu la petite boîte cadeau. J'ai apporté quelque chose. Elle l'a tendue à Émilie. Émilie m'a regardé. J'ai hoché la tête. Elle a soigneusement défait le ruban. À l'intérieur, reposait une décoration de Noël. Le petit cardinal en bois. Lily a halté. C'est à moi. Et ça l'était. La peinture avait été retouchée. Le ruban, remplacé. La fissure était toujours là, si on regardait de près. Margaret a remarqué que Lily la suivait, du bout du doigt. Je n'ai pas pu le rendre parfait à nouveau. Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Mais j'ai ramassé chaque morceau, après votre départ. Émilie l'a regardé. Vous l'avez gardé. Margaret a hoché la tête. Chaque morceau. Elle a souri à travers ses larmes. Je me disais que, si j'arrivais à réparer la décoration. Ses épaules se sont affaissées. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à réparer ce que j'avais brisé. Personne ne s'est précipité, pour briser le silence. Certains moments méritent le silence. Lily a levé les yeux vers moi. Papa. Je me suis agenouillé à côté d'elle, tout comme je l'avais fait 6 mois plus tôt, la veille de Noël. Oui, ma chérie. Elle a jeté un regard vers sa grand-mère. Tu es toujours en colère? J'ai souri doucement. Ce que je ressens, ce n'est pas le plus important en ce moment. Elle a froncé les sourcils. Vraiment? J'ai secoué la tête. Tu as été blessé, toi aussi. Elle a regardé à nouveau Margaret, puis Émilie. Et enfin, de nouveau moi. Qu'est-ce qui se passe, maintenant? J'ai posé légèrement une main sur son épaule. Cette décision, elle t'appartient. Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a marché lentement à travers le jardin. Margaret est restée exactement là, où elle était. Elle n'a pas tendu les bras, n'a pas demandé pardon, n'a même pas parlé. Lily s'est arrêtée devant elle. Ma décoration n'est plus parfaite, maintenant. Margaret a hoché la tête. Je sais. Lily a souri, juste un peu. Notre famille non plus. Puis, elle a passé ses 2 bras autour de sa grand-mère. Margaret a pleuré en silence, sur l'épaule de Lily. Émilie s'est appuyée contre moi. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est enfin assis pour manger. La conversation n'était ni bruyante, ni forcée. Elle était simplement prudente. Et, d'une certaine manière, cela semblait plus honnête, que tous les faux sourires que nous avions échangés, au fil des ans. Après le dîner, Kevin m'a aidé à nettoyer le barbecue. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. J'aurais dû porter une plus grande part, du fardeau. Tu peux commencer maintenant. Il a hoché la tête.
Je vais le faire. Pour la première fois, je l'ai cru. Alors que le soleil commençait à se coucher, Margaret s'est approchée une dernière fois. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent, comme elles étaient avant. Elles ne le redeviendront pas, ai-je répondu honnêtement. Elle a baissé la tête. Je sais. Nous viendrons vous rendre visite. Elle a levé les yeux. J'espère bien. Il y aura des limites. Je comprends. Pas d'insultes. Il n'y en aura pas, pas de commentaires sur Emily. Plus jamais. Et si jamais Lily se sent indésirable, Margaret a terminé la phrase d'elle-même, vous partirez. Oui. Elle a souri tristement. C'est ce que je ferais, à ta place. Quand elle est partie en voiture ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas l'impression d'avoir gagné, parce qu'il n'avait jamais été question de gagner. Il s'agissait s'éclaircir la gorge de choisir enfin les personnes, qui m'avaient discrètement choisi, chaque jour de leur vie. Plus tard dans la nuit, après que les feux d'artifice se soient estompés, et que Lily se soit endormie avec sa décoration réparée, posée sur sa table de nuit, Emily et moi nous sommes assis ensemble, sur le porche arrière. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Tu sais, a-t-elle dit, ton père avait raison. J'ai souri. C'était souvent le cas. Il t'avait dit de protéger ta famille. J'ai regardé par la fenêtre, en direction de la chambre de Lily. Je l'ai s'éclairci la gorge enfin fait. Ce qu'il y a d'étrange avec les limites, c'est qu'elles ne repoussent pas toujours les gens. Parfois, elles deviennent le seul pont assez solide, pour reconstruire une relation de la bonne manière. S'il y a une leçon que cette expérience m'a apprise, c'est que l'amour ne devrait jamais exiger de vous, que vous sacrifiez la dignité de votre famille. Les personnes qui vous aiment vraiment finiront par apprendre à respecter vos limites, ou bien, elles vous montreront pourquoi ces limites étaient nécessaires, en premier lieu. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un dans votre propre vie, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et si jamais vous avez dû choisir entre maintenir la paix, et protéger les personnes que vous aimez, j'espère que vous savez, que vous n'êtes pas seul.